L'année 2025 va changer l'alpinisme sur le mont Everest pour toujours. Des nouvelles règles choquantes, aux Sherpas en grève, en passant par des prix de permis si élevés que même les millionnaires en grimacent. L'Everest entre dans une toute nouvelle ère et que vous soyez un alpiniste, un rêveur ou simplement quelqu'un fasciné parce que les humains sont prêts à risquer pour toucher le ciel, la saison d'escalade de cette année pourrait bien être la dernière à ressembler à l'Everest tel que nous le connaissions. Comme toujours, la discrétion du spectateur est conseillée. Auparavant, pour atteindre le sommet de l'Everest, voici comment cela se déroulait généralement. Vous atterrissez à Katmandou, prenez un vol pour l'Ukla, marchez jusqu'au camp de base à travers de magnifiques villages himalayens et passez des semaines à monter et descendre lentement entre les camps d'altitude, laissant vos poumons s'adapter. Vous vous reposez, vous vous acclimatez et patientez. Et lorsque les vents tombent et que le ciel s'ouvre, vous tentez l'ascension vers le sommet du monde. Mais en 2025, ce vieux manuel a été complètement déchiqueté. Pour atteindre le sommet de l'Everest cette saison, vous devrez surmonter de nombreuses nouvelles réglementations. Certaines sont destinées à protéger la montagne, d'autres à protéger les alpinistes et certaines, selon à qui vous demandez, à protéger l'économie. Le problème le plus urgent de l'Everest actuellement est la surpopulation. L'Everest est devenu trop dangereux, trop bondé et trop exploiteur envers la communauté locale des Sherpas. En 2024, 388 permis ont été délivrés aux alpinistes potentiels, tous accompagnés de leur guide ou de leur Sherpa, ce qui a mis près de 1000 personnes sur la montagne, un nombre qui continue de mettre à rude épreuve à la fois l'environnement et les conditions de sécurité. La foule, en plus d'augmenter les risques d'avalanche et les montagnes de déchets laissées sur les pentes, a fortement dégradé l'expérience de l'Everest. Ainsi, le gouvernement népalais, dans le but de répondre aux préoccupations croissantes concernant la sécurité, la dégradation de l'environnement et les défis économiques locaux, a introduit une série de nouvelles réglementations audacieuses pour transformer l'expérience de l'ascension de l'Everest à partir de 2025 et au-delà. La mesure principale est la hausse considérable des frais de permis. À partir du 1er septembre 2025, le coût pour gravir l'Everest pendant la saison d'automne passera de 11 000 $ à 15 000 $ par personne. C'est une hausse de 36%. Le gouvernement népalais affirme que cette augmentation était attendue depuis longtemps. Le ministre du Tourisme Badri Prasad expliquant « Nous avons le défi de sauver les montagnes à un moment où les pays riches sont en compétition pour le développement physique ». Alors que le Népal délivre des permis d'ascension de l'Everest depuis les années 50, il s'agit de la première augmentation majeure des prix en plus de 10 ans. Cette hausse des frais fait partie des efforts du Népal pour concilier les revenus du tourisme et la préservation de l'environnement. Pour de nombreuses communautés népalaises, ces montagnes ont une signification spirituelle. Beaucoup d'habitants considèrent des montagnes comme l'Everest et l'Annapurna comme des divinités, se tournant souvent dans leur direction pendant la prière. Ainsi, la responsabilité du Népal de protéger ces merveilles naturelles des impacts négatifs potentiels de l'augmentation du tourisme n'est pas seulement environnementale ou économique, elle est aussi spirituelle. Mais ce n'est que le début. La nouvelle règle la plus controversée, il est désormais interdit d'escalader seul. Selon le Katmandu Post, le gouvernement népalais interdit désormais complètement les expéditions en solo sur toute montagne de plus de 26 000 pieds, ce qui inclut l'Everest. Pendant longtemps, les ascensions en solo étaient de l'objectif ultime des meilleurs alpinistes mondiaux. C'était l'accomplissement individuel ultime, mais c'était aussi incroyablement risqué. Parce que à ces altitudes, ce que l'escalade en solo signifie vraiment, c'est que vous placez vos propres ancrages et fixez vos propres cordes au-dessus de crevasses béantes sans personne pour vérifier votre travail. Vous prenez des décisions de vie ou de mort avec un cerveau privé d'oxygène, alors que vos doigts deviennent engourdis par les engelures. Quand une tempête soudaine éclate et que vous êtes blotti seul dans votre tente à 8500 mètres, avec la toile qui claque violemment sous des vents de moins 40 degrés, il n'y a aucun coéquipier pour vous aider à la maintenir. Glissez sur une arête verglacée, personne ne vous rattrapera. Quand l'hypothermie s'installe et que vos pensées deviennent dangereusement confuses, il n'y a pas de partenaire pour reconnaître les symptômes et vous forcer à redescendre. Chaque gramme d'équipement que vous portez, chaque décision d'itinéraire que vous prenez, chaque moment de souffrance, tout repose sur vous. C'est ce qui rendait les tentatives en solo de l'Everest si remarquables. Et maintenant, ce défi est en train d'être éliminé par la législation. Les nouvelles réglementations stipulent que chaque alpiniste doit désormais être accompagné d'un guide népalais avec un ratio d'au moins un guide pour 2 grimpeurs. Ce n'est pas une nouvelle règle.
L'interdiction a été introduite en 2017, mais pendant des années, son application a été incohérente. Avec les bons documents, ou dans certains cas grâce à des accords discrets avec des compagnies d'expédition, Clymer trouvait encore des moyens de le faire seul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelque chose a poussé le gouvernement à adopter une position nettement plus ferme. Petit détour sur ce train du chaos. Si vous voulez plus d'histoires brutes et non censurées qu'on ne peut pas montrer ici, rejoignez la communauté extrême sur Patreon. On est rendu à l'extrême limite. En 2023, 478 alpinistes ont obtenu des permis pour tenter d'atteindre le sommet du mont Everest. L'un d'eux était Szilárd Suada, un alpiniste hongrois de 40 ans. Szilárd était l'un des alpinistes hongrois les plus accomplis en haute altitude. Au cours de la décennie précédente, il avait réussi à atteindre les sommets du Broad Peak, du K2 et du Lhotse sans oxygène en bouteille ni l'aide personnelle d'un Sherpa. Sa réputation ne reposait pas sur la vitesse ou les exploits, mais sur un engagement discret envers ce que les alpinistes appellent l'ascension en style alpin, c'est-à-dire grimper sans aide artificielle et avec un respect total pour la montagne et ses dangers. En 2023, Szilárd a enfin porté son attention sur l'Everest. Cette expédition de 2023 devait être le point final de cet héritage. Suara serait devenu le premier Hongrois à gravir l'Everest de cette manière s'il avait réussi. C'est quelque chose que moins de 200 personnes dans l'histoire ont jamais accompli, et pour de bonnes raisons. C'est extrêmement dangereux. Pourtant, compte tenu de sa vaste expérience, Suada devait ressentir un profond sentiment de préparation et une excitation silencieuse alors qu'il se préparait pour son ascension historique. En avril 2023, Suada est arrivé au camp de base de l'Everest et a commencé ses préparatifs méticuleux. Il s'est acclimaté avec soin et a gravi progressivement les hauteurs sur la voie classique du col sud, suivant de près un plan précis. Puis, le 21 mai 2023, Szilárd a entamé sa tentative finale d'atteindre le sommet. Fidèle à son style, Szilárd a gravi la montagne sans Sherpa, sans oxygène en bouteille et sans assistance physique, mais il n'était pas complètement seul. Szilárd avait une petite équipe basée au camp de base de l'Everest qui surveillait ses progrès et restait en contact avec lui grâce à des points de contrôle programmés. Il portait aussi un tracker système de positionnement global permettant à l'équipe de suivre ses mouvements. Le matin du 24 mai, il a été aperçu pour la dernière fois se reposant au balcon à environ 27 600 pieds d'altitude. Cet endroit se trouve en plein cœur de la zone de la mort où le niveau d'oxygène est si bas que le corps humain a littéralement l'impression de mourir. Dans ces conditions, même les alpinistes les plus expérimentés peuvent être surpris par une avalanche, développer le mal des montagnes ou simplement commettre une erreur lorsque leur cerveau fonctionne avec un tiers de l'oxygène auquel il est habitué. Votre prise de décision est altérée, vos extrémités commencent à geler. Chaque respiration est une lutte. Maintenant, imaginez affronter cela complètement seul, exactement comme le faisait Szilárd. La météo a sans doute aggravé la situation. La fin mai est la période où la météo sur l'Everest devient extrêmement imprévisible. La saison pré-mousson, qui permet les tentatives d'ascension, commence à céder la place à la pleine saison de la mousson, apportant de fortes chutes de neige, des vents violents et des conditions qui changent rapidement. Les guides locaux Sherpa connaissent bien cette transition car ils l'ont vu coûter des vies année après année. Plus tard, ce même jour, d'autres alpinistes ont signalé l'avoir vu à nouveau, cette fois près de l'arête Hillary, à seulement 34 mètres sous le sommet. Les témoins ont remarqué qu'il avançait extrêmement lentement et semblait complètement épuisé, mais il était toujours debout et continuait d'avancer. Il avait presque atteint son objectif lorsque soudain, et sans avertissement, le traceur satellite de Szilárd a cessé de transmettre. Son équipe de soutien a perdu tout contact avec lui, et à la radio, il n'y avait que le silence radio. Le lendemain, le 25 mai, un drone et plusieurs alpinistes ont aperçu ce qui semblait être un corps immobile allongé près du même endroit. Bien que personne n'en ait eu la preuve, on pensait qu'il s'agissait de Szilárd. Était-il encore vivant et conscient à ce moment-là, sachant que des secours pouvaient arriver? Ou bien passait-il de moments de confusion à des silences? Attendait-il et espérait-il une apparition à travers la brume blanche? Avait-il déjà abandonné si près du sommet pour lequel il s'était préparé toute sa vie? Personne ne le sait. Une équipe de secours envoyée pour le retrouver a eu des difficultés à cause du mauvais temps et de l'emplacement. Au moment où ils sont arrivés sur place, Szilárd avait disparu. Certains experts pensent que Szilárd a peut-être été surpris par l'un des changements soudains de la mousson et qu'il a peut-être été enseveli par une chute de neige inattendue ou désorienté dans des conditions de blizzard lorsque la visibilité est tombée à zéro en quelques minutes. Qui sait ?
Ce que nous savons, c'est que Gillard, sans guide local connaissant ses schémas saisonniers, était complètement seul sur l'Everest. Les sauveteurs ont crié son nom et ont fouillé frénétiquement la neige, mais il n'y a eu aucune réponse à leurs appels et aucun signe de mouvement. Après de multiples tentatives, dans des conditions de plus en plus dangereuses, et alors que la météo se dégradait d'heure en heure, l'équipe de secours n'a eu d'autre choix que de faire demi-tour. Le 27 mai, alors que tout espoir était épuisé et qu'il n'y avait plus d'options, les recherches ont officiellement été abandonnées. Gillard Suara a été officiellement déclaré disparu et présumé mort. Bien sûr, personne ne saura jamais exactement ce qui est arrivé à Gillard dans ces derniers instants, mais des questions subsistent. L'utilisation d'oxygène supplémentaire ou l'accompagnement d'un Sherpa aurait-il pu éviter cette tragédie ? Une approche différente ou une application plus stricte des règlements d'escalade aurait-elle pu changer l'issue ? Bien que les autorités népalaises n'aient jamais cité publiquement le cas de Suara, des événements comme sa disparition ont clairement influencé leur décision. En 2025, ils ont pris des mesures décisives pour appliquer une interdiction stricte des expéditions en solo sur l'Everest, rendant les guides obligatoires pour chaque alpiniste. Pour eux, des histoires comme celle de Gillard avaient prouvé que les risques n'en valaient tout simplement plus la peine. Selon Arati Nupani, directrice au département du tourisme, le gouvernement a imposé les guides pour garantir la sécurité des alpinistes en montagne. Et tout simplement, l'ère de l'alpiniste solitaire sur l'Everest est terminée. Mais ce n'est pas tout ce que font les autorités pour assurer la sécurité des alpinistes. Un nouveau protocole de sécurité exige que les alpinistes portent des dispositifs de suivi satellite avancés pendant leur ascension. Cette exigence s'appuie sur la puce de suivi controversée introduite en 2024, mais avec une amélioration majeure. Les nouveaux dispositifs, qui coûtent environ $500 chacun, sont bien plus que de simples localisateurs système de positionnement global. Ce sont de petites unités robustes qui non seulement suivent la position d'un alpiniste en temps réel, mais surveillent aussi les signes vitaux comme le rythme cardiaque et la température corporelle et le taux d'oxygène dans le sang. Ces dispositifs transmettent ces données aux camps de base et aux équipes de secours via des signaux satellites, même lorsqu'il n'y a pas de réseau cellulaire. Si l'appareil détecte des valeurs anormales, comme une baisse du taux d'oxygène ou des variations extrêmes de la température corporelle, il peut alerter automatiquement les secours. Le gouvernement espère que cette amélioration réduira drastiquement le temps nécessaire pour localiser et secourir les alpinistes en détresse, pouvant potentiellement sauver des dizaines de vies chaque année. En parlant de sauver des vies, examinons les changements les plus importants en 2025, notamment celui qui concerne la véritable colonne vertébrale des expéditions de l'Everest, la communauté Sherpa. Lorsqu'on évoque l'Everest, on pense souvent aux alpinistes qui atteignent son sommet. Mais les véritables héros derrière chaque ascension réussie sont les Sherpas, les héros cachés de l'Everest. Les Sherpas sont un groupe ethnique de la région de Solukhumbu au Népal. Ils vivent dans l'Himalaya depuis des siècles, à la frontière du Népal et du Tibet. Les Himalayas est leur foyer. Au fil du temps, ils ont développé des traits physiques leur permettant de survivre et prospérer en haute altitude. Leurs corps sont naturellement adaptés à de faibles niveaux d'oxygène, ce qui en fait d'excellents grimpeurs. Cela les rend inestimables lorsqu'il s'agit d'expéditions en montagne, surtout sur l'Everest. Les Sherpas jouent deux rôles principaux sur l'Everest, porteurs et guides. Les porteurs transportent du matériel lourd comme des tentes, de la nourriture, des bouteilles d'oxygène et d'autres fournitures depuis le camp de base jusqu'au camp supérieur. De nombreux porteurs transportent sans décharge allant de 40 à 50 kg, parfois en effectuant plusieurs allers-retours au cours d'une même saison. Les guides Sherpas sont chargés de mener les alpinistes au sommet de la montagne. Ils connaissent les itinéraires, la navigation dans les zones dangereuses et l'installation des cordes. Les guides assurent aussi la sécurité des alpinistes en surveillant la météo, le terrain et en donnant des consignes essentielles. Comme je l'ai dit précédemment, l'Himalaya est leur maison, alors que les alpinistes étrangers le considèrent comme le but ultime de leur vie, un voyage, une aventure. Pour les Sherpas, c'est leur travail. Ils font plusieurs allers-retours sur l'Everest, plusieurs fois par saison. Pour réaliser l'ampleur du travail des Sherpas et leur importance, considérez ceci. Lorsqu'un alpiniste étranger atteint le sommet, il traverse généralement la cascade de glace du Khumbu, qui est l'une des sections les plus dangereuses de la route, seulement 2 ou 3 fois. Un Sherpa travaillant sur la même expédition, il pourrait la traverser 20 à 30 fois en une seule saison, transportant des bouteilles d'oxygène, installant des cordes et acheminant du matériel vers les camps d'altitude. Les chiffres sont impitoyables. Parmi les 335 personnes décédées sur l'Everest entre 1922 et décembre 2024, 129 étaient des Sherpas, soit environ un tiers du total.
Les Sherpas, bien que minoritaires sur l'Everest, comptent pour un tiers des tragédies, soulignant le risque évident auquel ils font face. Ces probabilités seraient inacceptables dans presque toutes les autres professions. Et pourtant, malgré les risques importants auxquels ils font face, les Sherpas sont payés bien moins que ce que les alpinistes paient pour les expéditions. Un alpiniste peut payer jusqu'à 100 000 $ pour son expédition à l'Everest. Pendant ce temps, les Sherpas gagnent généralement entre 2 000 et 6 000 $ par saison. Ces dures réalités économiques ont conduit à un mécontentement croissant au sein de la communauté Sherpa. Imaginez risquer votre vie 30 fois en traversant l'une des sections les plus mortelles de la montagne juste pour gagner une fraction de ce que gagnent les compagnies d'expédition étrangères. Pouvez-vous imaginer porter des charges de 50 kg sur un terrain mortel où vous pouvez à peine respirer, tout cela pour un salaire bien inférieur à ce que proposent des emplois plus sûrs? Pendant des décennies, ce déséquilibre a été une réalité gênante de l'alpinisme sur l'Everest. Mais en 2025, les choses changent enfin. Selon les nouvelles réglementations, les compagnies d'expédition doivent offrir des salaires nettement plus élevés aux guides Sherpas et au personnel de soutien. Elles sont également tenues de fournir une assurance décès et accident avec une couverture allant jusqu'à 2 millions de roupies népalaises, soit environ 14 400 $, pour les Sherpas travaillant sur la montagne. L'exigence d'assurance est cruciale. Par le passé, lorsque des Sherpas décédaient sur la montagne, leurs familles recevaient souvent une compensation minimale. Dans une région où un seul Sherpa soutient souvent une famille aux élargies, la mort du soutien de famille pouvait être économiquement dévastatrice. Les nouvelles exigences en matière d'assurance garantissent que les familles ne seront pas laissées dans la misère en cas de tragédie. Ces changements ne se sont pas produits dans un vide. Ils sont survenus après des années de plaidoyer de la part des organisations Sherpa et une grève menaçante pendant la saison d'escalade 2024. L'année dernière, la menace d'une grève des Sherpas sur l'Everest a choqué la communauté de l'alpinisme. Sans les Sherpas, les expéditions commerciales sur l'Everest seraient pratiquement impossibles. Le gouvernement a dû agir et les réglementations de 2025 représentent leur réponse. Mais cela suffira-t-il? Ce n'est pas la seule nouveauté. D'importants changements arrivent également au camp de base de l'Everest. Afin de diminuer l'encombrement et l'impact écologique, de nouvelles règles vont restreindre la taille et le type de construction permise au camp de base. Fini l'époque des tentes de luxe avec restauration et divertissement intégrés. Dès 2025, les expéditions se limiteront à des tentes de couchage simples, une tente de restauration commune et des structures de soutien essentielles. Les préoccupations environnementales sont aussi considérées avec des politiques plus strictes de gestion des déchets. Vous vous souvenez des sacs à excréments de ma dernière vidéo, comment 2024 a changé l'ascension de l'Everest pour toujours? Eh bien, ils ne vont nulle part. Les alpinistes sont toujours tenus de redescendre leurs déchets humains de la montagne afin d'éviter la contamination de l'environnement et des sources d'eau. La gestion des déchets a aussi été optimisée. Les alpinistes doivent rapporter au moins 8 kg de déchets pour récupérer leur caution, ce qui garantit qu'ils sont tenus responsables de l'élimination correcte de leurs déchets. Les alpinistes enfreignant cette règle s'exposent à de lourdes sanctions, dont l'interdiction de futures ascensions. Rappelons la réglementation polémique sur les hélicoptères. Récemment, l'usage des hélicoptères a bondi dans la région de l'Everest, les alpinistes riches s'en servant pour esquiver la randonnée ardue jusqu'au camp de base ou même pour voyager entre les camps supérieurs. Cette pratique, appelée hélisso, a été critiquée pour donner un avantage injuste aux alpinistes privilégiés et contribuer à la pollution sonore qui dérange la faune locale et les communautés. Les nouvelles réglementations visent à restreindre l'usage des hélicoptères aux évacuations d'urgence et aux livraisons de fournitures vitales. Une zone d'exclusion aérienne a été établie au-dessus du camp de base, sauf pour les secours, avec de lourdes amendes en cas d'infraction. Mais peut-être que le développement le plus novateur pour 2025 est l'utilisation élargie des drones pour la gestion des approvisionnements sur l'Everest. S'appuyant sur des essais réussis en 2024, le gouvernement népalais a approuvé le déploiement d'une flotte de drones haute altitude capable de livrer des fournitures essentielles jusqu'au camp aussi élevé que le camp 3 à 23 500 pieds. Selon des rapports récents du New York Times, ces drones spécialisés peuvent transporter jusqu'à 44 livres d'équipement et fonctionner dans les conditions extrêmes des camps les plus élevés. Ils sont conçus pour réduire les risques auxquels font face les guides Sherpas lors des expéditions. Le programme de drone est quelque peu controversé. Certains puristes disent que cela diminue le défi brut de l'Everest, mais d'autres l'apprécient en raison des vies potentiellement sauvées, en particulier parmi les Sherpas qui traversent beaucoup plus souvent les sections dangereuses que les alpinistes étrangers.
Lors des essais pendant la saison 2024, ces drones ont réussi à livrer des bouteilles d'oxygène, des fournitures de médicales et de la nourriture au camp 2 à 21 000 pieds d'altitude. La saison 2025 verra ce programme s'étendre, alors que les livraisons régulières par drone deviennent lentement une partie standard de la logistique de l'Everest. Mais les drones et les réglementations ne sont pas les seuls à transformer l'Everest. Les infrastructures aussi, une nouvelle route relie désormais Katmandou plus directement à la région du Khumbu, réduisant considérablement le temps nécessaire pour atteindre le point de départ du trek de l'Everest. La route transforme radicalement l'expérience du voyage vers l'Everest pour les gens. Traditionnellement, l'aventure débutait par un vol à sensation forte jusqu'à Lukla. À partir de là, les randonneurs mettaient environ 10 jours à rejoindre progressivement le camp de base, un voyage qui permettait une acclimatation adéquate et une immersion dans la culture locale. Cette route élimine totalement cette étape. Le voyage ressemble maintenant à ceci. 12 heures de trajet en bus public de Katmandou à Saleri, puis de Saleri à Tamdanda en jeep, suivi d'une marche de 6 heures pour atteindre Lukla. Cela a réduit la durée du voyage, passant d'une randonnée d'une semaine à un trajet qui peut être effectué en seulement 2 jours. La route a été achevée à la fin de 2024 et est actuellement utilisée aussi bien par les habitants que par les randonneurs. Bien que cet accès amélioré ait été apprécié par certains, notamment pour l'accès aux soins et au marché, d'autres craignent qu'il n'entraîne davantage de foule et de commercialisation de la région. Cependant, j'en doute avec les nouvelles règles et les prix des permis. Malgré tous ces changements, les défis fondamentaux de l'Everest demeurent l'altitude extrême qui peut rapidement mettre fin à la vie des alpinistes, le froid brutal qui gèle la peau exposée en quelques minutes et les tempêtes soudaines et violentes qui apparaissent sans avertissement. Aucune réglementation ne peut dompter ces forces naturelles mortelles. Ainsi, même si les nouvelles réglementations et les technologies peuvent changer la façon dont les gens abordent l'Everest, elles ne modifient pas fondamentalement ce qui rend la montagne aussi redoutable. Cela reste une épreuve d'endurance, de détermination et de jugement humain que peu de personnes connaîtront un jour. Alors que nous regardons vers la saison d'escalade 2025 et les années à venir, une question demeure. Ces changements rendront-ils l'Everest plus sûr ? Nous allons le découvrir. Pour soutenir la chaîne, rejoignez-nous et profitez d'avantages exclusifs. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Osez et vivez courageusement.